Bonjour à tous et merci à vous de nous retrouver pour Campus. C'est le numéro de mois de novembre et avec nous comme tous les mois sur ce plateau, Pierre Fula. Bonjour Pierre, notre consultant. Tout va bien ? Bien, bien, bien. On va demander aussi à Bruno Clos comment il va ? Très bien, journaliste, la neige est là, tout va bien. La neige est arrivée, c'est vrai. Journaliste à Eurosport, Bruno, commentateur du ski alpin, entre autres. Et puis avec vous, on va voir cette jeune pousse qui partira aux Universiades. On est également ravis de recevoir Jean Dury, notre historien du sport, avec nous tous les mois. Tout va bien aussi ? Tout va très bien. Eh bien, parfait. Et on est très content de recevoir sur ce plateau notre premier invité. C'est un patineur, enfin ancien patineur, Alban Préaubert. Bonjour. Bonjour. Vous avez fini 5e au championnat d'Europe en 2009, 4e en finale du Grand Prix. C'est le top du top en 2007 et puis 3e au championnat du monde junior, c'était en 2003 et désormais vous êtes consultant pour Eurosport, pour le patinage. Donc on partage un petit peu de temps aussi tous les deux, ces derniers temps surtout avec tout ce qui se passe en patinage. Et vous allez nous présenter justement les jeunes patineurs en partance pour l'Italie. Et puis nous parler aussi de votre expérience aux Universiades qui reste un très très bon souvenir. Ah oui, c'est vraiment de super souvenirs. J'ai eu la chance d'y participer 2 fois en fait, en 2005 à Innsbruck et en 2009 à Harbin. Et Harbin, c'était vraiment ma meilleure expérience de compétition en patinage artistique. J'avais eu le privilège en plus d'être porte-drapeau, de ramener une médaille, donc un moment de rêve vraiment. Encore submergé par l'émotion quelques années après, mais on y reviendra dans un instant. D'abord, le sommaire, c'est parti. Nous vous présenterons d'abord en détail les sites de la vallée du Trentin qui accueilleront les épreuves des prochaines Universiades d'hiver. Nous analyserons les meilleures chances de médaille de la délégation française et nous ferons connaissance avec un nouveau membre de notre Campus Team. Enfin, nous parlerons du symbole et de l'histoire de la torche, allumée le 6 novembre dernier au Vatican par sa sainteté le pape François. Et avant de développer ces titres, place à l'actualité bien sûr. On débute toujours avec les dernières infos du monde universitaire et c'est François Delmotte qui nous les conte. Le 9 novembre dernier, la 2e journée du comité exécutif de la FISU planche sur l'attribution des Universiades 2019. Et c'est Brasilia qui est retenue pour les Universiades d'été et la ville russe de Krasnoïarsk pour les Universiades d'hiver. Car la Sibérie a définitivement séduit le président, Claude-Louis Gallien. D'abord, c'est l'enthousiasme de ces habitants de la ville et des étudiants, ils sont très nombreux. Et c'est aussi la politique qui est menée à l'heure actuelle en Russie et en particulier dans cette région qui est quand même un peu éloignée pour développer le sport universitaire en ayant cette idée que c'est de l'éducation et du sport. Dans un pays où la jeunesse a de temps en temps quelques difficultés, je crois que c'est très bien de pouvoir développer ce qu'on appelle le double projet, éducatif et sportif. Krasnoïarsk, ville peu médiatisée, sur laquelle ces universiades mettront un coup de projecteur. Car la Russie, c'est un immense territoire qui s'étend sur 70% de la Russie, mais qui a une très faible densité de population. Alors Krasnoïarsk et ses 1 million d'habitants représentent le dynamisme. La Russie a déjà accueilli 2 fois les Universiades d'hiver, à Moscou en 1973 et à Kazan l'été dernier. Car le pays a l'habitude de miser sur le développement de sa jeunesse et du sport en général. D'où le budget ambitieux de près de 1200 millions d'euros attribués à ces Universiades. Un pays fort, c'est un pays où les gens sont en bonne santé. Donc ce que nous devons faire, c'est pratiquer davantage de sport. Mais la candidature de Krasnoïarsk pour 2019 est surtout une manière de célébrer la jeunesse sportive dans notre pays. Et c'est Brasilia, la capitale du Brésil, qui accueillera les 30e Universiades d'été. Le pays est de retour sur la scène sportive après une longue absence, puisque les Universiades de Porto Alegre remontent à 1963. Ce qui est très bien avec le Brésil, c'est que c'est quand même un sous-continent. C'est énorme. Et le fait d'avoir Brasilia là, d'organiser l'Universiade à Brasilia, c'est pas seulement un événement sportif. On crée une base pour développer le sport universitaire, pas seulement au Brésil, mais dans toute la région de l'Amérique du Sud. Brasilia est située sur un plateau dans la région du centre-ouest. C'est la 4e ville la plus peuplée du Brésil. Un budget de 740 millions d'euros a été attribué pour l'organisation des Jeux.
Les points forts de Brasilia, ce sont l'hospitalité, le bonheur, l'ambiance chaleureuse qui règne dans ce pays. On veut faire découvrir aux gens notre culture et on veut vraiment organiser un bel événement. Concernant les investissements, on bénéficie de ce qui a déjà été fait pour la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. Le comité exécutif de la FISU a également attribué les championnats du monde universitaires de 2016. Avec toujours le même objectif, privilégier les villes et les universités qui ne sont pas forcément les plus riches, les plus ambitieuses et les plus en vue. En 2016, nous allons établir un nouveau record. Nous aurons 33 sports dans 24 pays sur les 4 continents. Cette fois, l'Afrique accueillera un championnat, mais c'était également le cas en 2014. Et nous sommes extrêmement contents d'être présents en Amérique du Nord et du Sud. Ils reviennent dans le programme de la FISU avec 6 ou 7 championnats du monde universitaires au Mexique, aux États-Unis et au Brésil. C'est un grand succès. Ces championnats du monde universitaires sont un véritable laboratoire pour la FISU. En 2014, 29 compétitions se dérouleront dans 24 pays et nous y serons, bien sûr, dans Campus. Le commentaire était signé Julie Ourmand. On va rester sur ces informations. Le choix de Krasnoïarsk et de Brasilia comme ville hôte des Universiades de 2019, enfin de candidates, parce que ce sont des villes sans infrastructure réelle pour le moment. Il faut tout créer. Or, c'était pas vraiment la philosophie des Universiades et de la FISU. On va en parler. Écoutez juste avant un extrait de la première émission dans laquelle Claude-Louis Gallien, le président de la Fédération internationale, était invité et il distinguait 3 catégories de villes candidates aux Universiades. Écoutez. Alors ceux qui n'ont pas tout à fait les moyens, c'est une alternative aux Jeux Olympiques. Ceux qui se sentent prêts à être candidats aux Jeux Olympiques, ils se préparent aux Jeux Olympiques en prenant l'Universiade pour montrer qu'ils sont capables de le faire. Et puis vous allez voir que bientôt, il y aura des pays qui, ayant eu les Jeux Olympiques, qui ont de superbes installations, veulent les prolonger. Et les Universiades, c'est pas mal. Voilà. Quand on entend le président de la FISU, on se demande dans quelle catégorie se situe Krasnoïarsk et Brasilia. On parle d'abord de Brasilia, parce qu'effectivement, quand il disait qu'un pays ayant organisé les Jeux Olympiques, et même la Coupe du Monde de football, comme chacun sait, sera candidat pour les Universiades, c'est bien l'exemple. Oui, et à Brasilia, il y a tout de même un certain stade de Manuel Garrincha qui a 71 412 places, très exactement, donc un début d'infrastructure. Ce qui est intéressant, c'est que le programme... vous vous rappelez que le mois dernier, on se posait la question, quel est l'avenir des Universiades d'hiver ? Eh bien, en 2017, ce sera Almaty, et en 2019, c'est Krasnoïarsk. Il y a évidemment un tropisme du côté de la Russie, au bord de la Mongolie, du Kazakhstan, etc. Et puis de l'autre côté, Taipei, c'est toujours l'Asie. Brasilia, c'est un autre continent. C'est toujours cette idée de la FISU de développer son influence et d'implanter un sport universitaire international de plus en plus fort. Mais pas de retrouver des villes qui ont déjà été candidates à des Jeux et qui ont une infrastructure. Là, il faut quand même créer pas mal de choses. Où est-ce qu'on va les loger, ces jeunes ? Brasilia, j'imagine que c'est tout de même une ville qui a de la ressource et je ne suis pas très inquiet. 60 000 ou combien ils sont 30 Non, disons 10 000 pour l'instant. 10 000, 60 000, pardon. 10 000 personnes, c'est faisable. Écoutez, Kazan a logé près de 11 000 athlètes et dirigeants. Kazan a abrité 27 sports. Je ne suis pas très inquiet pour Brasilia, à moins que l'organisation de la Coupe du Monde puis des Jeux Olympiques se révèle un fiasco mémorable. On n'en est pas encore là. Messieurs, est-ce qu'il faut s'inquiéter du choix de Krasnoïarsk, en revanche, puisque voilà, c'est à 136 mètres au-dessus de la mer, petit dénivelé de 400 mètres, c'est pas fabuleux, pas forcément propice pour du ski alpin, Bruno ? Alors là, je ne suis jamais allé à Krasnoïarsk. Je donne juste le petit dénivelé, c'est juste perdu au milieu de la Sibérie. Hein. Voilà, les températures, ça je le sais. Ça frôle les moins 40. Voilà, les températures sont quand même très très fraîches, donc j'imagine que s'il y a un tout petit peu de dénivelé, après trouver une piste de descente, ça sera difficile, je pense à Krasnoïarsk. Oui, mais... Depuis que les Jeux Olympiques ont eu lieu à Nagano, j'imagine que... Parce que Nagano, c'était pas vraiment la station de sport d'hiver. C'est un peu votre marque de fabrique, franchement. Eh bien, tout est possible. Donc, ce qu'il faut noter dans l'organisation des Universiades et des championnats du monde universitaire, c'est que les grands pays occidentaux
j'allais dire France, bien sûr, Allemagne, Italie, Espagne, Italie exceptionnellement pour 30, mais on va en reparler. L'Angleterre, tous ces pays scandinaves n'organisent plus de grands événements mondiaux. Et c'est inquiétant parce que c'est maintenant des pays émergents comme le Brésil. On verra aussi la Corée du Sud, la Corée du Nord un jour, et puis les pays ex-soviétiques comme le Kazakhstan qui organisent tout. C'est incroyable. Alors aujourd'hui, où il faut avoir du pétrole, ou alors il faut avoir beaucoup de dollars pour pouvoir organiser les championnats du monde. En tout cas en France, c'est pas demain la veille que l'on va organiser les Universiades. C'est dommage. Il y aura le golf, mais ça c'est du championnat, c'est différent, ce championnat du monde universitaire. Juste un mot avant que je donne la parole à Alban, parce que justement sur Séville, il va pouvoir nous en parler. Pourquoi est-ce qu'on ne réutilise pas les infrastructures qui ont été entièrement créées à Sotchi ? Il n'y avait rien, on crée tout. Qui va ensuite utiliser les infrastructures de Sotchi ? Non, mais ça, c'était une volonté politique de M. Poutine. On est d'accord, mais ils ne vont pas les laisser en l'état. Sochi, il y aura des coupes du monde. Les rentabiliser. Non, mais ils vont les rentabiliser avec une étape de Coupe du Monde, sûrement. Oui, ça prend 3 jours. Et peut-être un jour, il y aura les Universiades d'hiver à Sochi. Bon, en tout cas, Krasnoïarsk, vous n'y êtes pas allé, je présume. Pas encore. Est-ce que c'est important quand on est athlète comme ça, jeune athlète, vous êtes allé à Harbin. Oui. Alors, Innsbruck, on connaît un peu plus, mais c'était pas des grandes mégalopoles, mais c'était pas des capitales. Il y a une atmosphère différente, puisque parallèlement, vous avez fait des championnats du monde dans de grandes villes. Oui, alors vraiment, la ville d'Harbin nous attendait. Ils nous ont préparé un événement extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est peut-être la tendance inverse qui va voir le jour, parce que Harbin réfléchissait a priori à organiser les Jeux Olympiques d'hiver à plus ou moins long terme. Donc finalement, c'est peut-être ça qu'on observera dans le futur. Mais c'est intéressant pour les athlètes justement d'aller au fin fond de la Sibérie, vous y seriez allé. Harbin, il faisait froid aussi, oui, c'était moins 20 degrés de moyenne. Non, on découvre autre chose, d'autres cultures, ça fait partie du package Universiade. Exactement, oui, on a vraiment... Pendant les Universiades, on a vraiment eu l'occasion d'aller à la rencontre des populations, de découvrir la culture locale, et c'était hyper intéressant. En tout cas, pour le patinage, en Sibérie, je pense qu'on ne sera pas trop dépaysé, on verra des belles compétitions, parce que les Russes, évidemment, adorent le patinage, et puis moins il y a d'altitude, mieux c'est pour le patinage, les patineurs ne seront pas épuisés en fin de programme, donc... Là, un grand terrain, puisqu'il n'y a pas besoin de resurfaçage, puisque tout est gelé là-bas. Bon, en tout cas, on parlait de ces infrastructures qui n'existent pas forcément encore à Brasilia et qu'il faudra peut-être construire. Ce qui est sûr, c'est que pour les prochaines Universiades, à Trento, on va dire alors, à Trent, les infrastructures sont déjà existantes. La tenue de cet événement a surtout permis de les réactualiser un petit peu, de revoir toutes les installations. Les représentants des délégations étrangères sont venus les inspecter fin septembre pour constater qu'il ne manquait presque rien. C'était fin septembre, il y a encore un peu de travaux, mais ça a avancé depuis, vous inquiétez pas, visite des sites avec François Delmotte. Parti de la Piazza Dante à Trente, les délégués ont effectué leur visite dans le cadre naturel du Trentin avec Ubaldo Prucker qui leur expliquait l'avancée des travaux. Nous sommes sur le Monte Bondone. C'est un superbe site où se dérouleront les épreuves de snowboard et de freestyle. L'Allemagne aura, je l'espère, une très grosse équipe qui connaîtra beaucoup de succès. Et nous pensons que tout est bien préparé. Les organisateurs sont très expérimentés et on peut s'attendre au meilleur. Bonne nouvelle pour les visiteurs, la plupart des hébergements proposés aux athlètes ne nécessitent pas d'emprunter un autobus pour se rendre sur les sites des compétitions. Dans l'ombre des Dolomites, Pozza di Fazza est situé au cœur du Val di Fazza, un domaine skiable de 25 km de piste avec une des plus longues pistes de toute la vallée qui part à 2050 mètres et termine à l'entrée du village, la Siampac. Situé à Predazzo, à environ 80 km de Trente, sur la rive droite de l'Avisio, se trouve le stade de saut à ski. Le concours de saut à ski et le combiné nordique se dérouleront ici. Je sais que nos sauteurs connaissent très bien ce site. Les championnats du monde ont eu lieu ici et on a eu des champions sacrés ici. Le ski de fond, le biathlon et le ski nordique se tiendront à Lago di Tessero, à 69 km de Trente. Tous les matchs de curling et les compétitions de patinage de vitesse auront lieu dans la patinoire de Pinet. La patinoire de Cavalaise accueillera les matchs de hockey sur glace masculin.
Les matchs féminins se disputeront, eux, à Perguine. C'était vraiment une bonne journée, voir tous ces sites sportifs. Il y a de grandes distances entre les sites, mais je ne pense pas que ce soit un problème. Il y a une très bonne organisation. Le comité d'organisation m'a fait bonne impression. Les épreuves de patinage artistique et de short track se tiendront dans la patinoire de Trente. À 105 km de Trente, le dernier arrêt était au cœur des Dolomites, à Alba di Canazei. Le Canadien Gord Grace apprécie l'enceinte qui accueillera la finale de hockey. Ça ressemble à un super village, en plus chargé d'histoire. C'est un endroit sympa pour venir regarder du hockey, et c'est également là que se déroulera la cérémonie de clôture. Beaucoup de sites éparpillés, Alban, est-ce que ça pose pas finalement de problème, pour contredire un peu ce que disait cet intervenant? Un petit peu, c'est vrai qu'à Harbin, par exemple, il y avait 3 sites, Yabouli, Harbin et Meerschwen, et ils étaient à 3 heures de distance les uns des autres. Donc il y avait vraiment le site de la glace qui était à Harbin, c'est là où moi et les autres patineurs étaient. Les autres sites étant réservés à la discipline de neige ou de ski de fond, enfin ski alpin puis ski de fond. Donc on s'est vraiment retrouvés au moment des cérémonies d'ouverture, cérémonie de clôture. Sinon, c'était quand même assez difficile de faire le transfert, le trajet tous les jours pour aller soutenir les autres. Donc vous ne le faisiez pas, ou en tant que porte-drapeau, c'était un peu votre rôle? Oui, j'ai pu le faire une fois, mais pas plus malheureusement, parce qu'il y a des compétitions quand même et des entraînements à faire tous les jours. Donc j'ai pu le faire une fois que la compétition était finie, mais c'était assez compliqué. Ouais. Ça sera peut-être aussi le problème un petit peu, Bruno, ici. On est sûr quand même qu'on aura une belle compétition, parce que les Italiens savent faire aussi. Hein. Ah oui, il y a de l'expérience. Il y a notamment le site de la Val di Fiemme, où on était au mois de février dernier pour les championnats du monde de ski nordique. Là, c'est vraiment des installations qui ont déjà été utilisées 2 fois pour les championnats du monde. Là, c'est vraiment superbe. Pour le ski alpin, là, je suis un petit peu plus mesuré, parce que c'est vrai qu'il y a des sites très proches qui ne seront pas utilisés, parce qu'à la Coupe du Monde, il y a beaucoup de compétitions dans la région de ski alpin. Donc Pozzalifa, ça, c'est surtout un site d'entraînement. Et puis, il y a le site de San Pellegrino, là, qui est à côté d'un col, où là, la descente est vraiment très, très réduite. C'est 500 mètres de dénivelé, donc c'est vraiment un tout petit dénivelé pour une descente, on va dire, de Coupe du Monde. C'est la moitié quasiment d'une descente de Coupe du Monde. Ce qu'il faut rappeler, c'est ça qui est important, c'est que les gens du Trentino ont eu très peu de temps pour préparer cette universiade, parce que n'oublions pas que c'était Maribor au départ qui, pour des raisons économiques, s'est retiré, et ils se sont mis en route simplement en mars 2012. Et c'est intéressant parce que c'est justement un cas où ils ont dit on ne créera pas d'installation faramineuse, on va utiliser les sites qui existent, ce qui montre bien qu'il y a les 2 options possibles. Tout créer ou utiliser d'une façon plus modeste, mais on l'espère efficace, ce qui existait déjà. Et c'est ce qu'on verra, ça démarre le 11. Bien qu'on soit dans les Dolomites, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une expertise italienne depuis les Jeux Olympiques de Turin, les Jeux d'hiver. Très bien, et ça démarrera donc le 11 et on verra si cette expertise, c'est pas facile à dire, est bien maîtrisée effectivement. Allez, on fait une petite pause et on revient dans un instant avec nos consultants et nos invités. Candice Didier nous rejoindra dans un instant, à tout de suite. De retour dans Campus pour la deuxième partie de notre émission. Nous sommes toujours en compagnie de nos consultants, de notre invité Alban Perret-Aubert. Et c'est une collègue à vous, patineuse, qui nous rejoint, toujours en activité. Bonjour Candice Didier. Bonjour. 3 fois championne de France, médaillée d'or aux dernières Universiades. Également, vous allez défendre votre titre en Italie. Ça sera l'or ou rien, ou ça sera très compliqué? Ce sera plus compliqué cette fois-ci parce qu'on aura des grosses compétitrices. On aura Carolina Kostner, multiple championne d'Europe, championne du monde, et aussi des Russes qui cartonnent pas mal. Ça va être compliqué, effectivement. Oui, on les a vus, les petites Russes, lors des Grands Prix, vraiment, elles survolent la compétition à l'heure actuelle. Alors, ce ne sera pas exactement les mêmes. A priori, ce sera Sofia Biryukova et Maria Artemieva, mais c'est également très, très solide. Ça fait des triples de partout. Donc, Candice est extrêmement forte. Mais il faudra qu'elle soit extrêmement forte pour faire une médaille là-bas. On a les images de votre titre il y a 2 ans. Il y avait pas mal de monde quand même, voilà. Oui. Et c'était avec... Ah non, j'ai cru que c'était vous, Alban, dans notre profil. Non, c'est Thomas Sosniak. Quel regard vous portez sur cette compétition ? Je suis très heureuse de faire cette compétition parce que c'est vraiment une compétition où il y a toutes les disciplines. Et il y a vraiment
Du public, des gens qui sont là pour nous et on a vraiment envie de se dépasser. Et c'est comme des Jeux Olympiques, mais vraiment, on sent qu'on nous soutient et ça fait vraiment plaisir de participer à une compétition. Disons qu'il n'y a pas d'objectif de résultat de la part de la Fédération du sport universitaire ? Pas du sport de glace. Hein. Il y a un objectif, ils sont là pour les médailles, mais ils nous accompagnent pour et on se sent vraiment soutenus et c'est génial. Et il y a beaucoup d'échanges avec les autres athlètes Nous, pour mon universiade, on a vraiment eu une proximité avec les autres sports. Le ski de fond, le biathlon, on était dans un village avec vraiment toutes les disciplines et c'était vraiment un super moment. Bon, on va faire connaissance maintenant avec un deuxième membre de notre campus team d'hiver. C'est aussi des personnes qu'on va suivre dans le campus. Ils sont trois athlètes qu'on retrouvera et qu'on suivra à Trent. Aujourd'hui, gros plan sur Audrey McManiman. Elle est canadienne et freestyleuse. Elle est surtout l'une des grosses chances de médaille pour son pays. François Delmotte nous la présente. Campus traverse l'océan Atlantique pour rencontrer une des athlètes de notre campus team participant aux prochaines universiades d'hiver. Elle étudie la cinétique à Québec. Elle a décroché la médaille d'or l'an passé lors des Jeux Olympiques de la jeunesse et nourrit de gros espoirs pour Trentino 2013. Bonjour, je m'appelle Audrey McManaman, j'ai 18 ans. Je suis une athlète étudiante en snowboard, halfpipe et slopestyle. Audrey a découvert le snowboard quand ses parents lui ont offert une semaine de découverte à l'âge de 10 ans. J'habite près de la région de Montréal, sur une famille de 4 enfants. Mes parents sont producteurs laitiers, puis j'habite à la campagne. Puis je voulais faire un sport peut-être différent des autres, comme la planche à neige en slopestyle. Il n'y a pas beaucoup de filles qui font ça, puis je pense que c'est une belle manière de me démarquer, puis j'ai tout de suite ressenti un potentiel dans ce sport-là. J'étudie au Cégep Garneau en réadaptation physique. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, qui touche beaucoup au sport. Je conçois beaucoup de temps pour l'école. Mes résultats scolaires sont importants pour moi. Puis je crois que la réussite des deux peut cohabiter ensemble. Parfois, je dois faire des sacrifices. Je coupe un peu sur mes loisirs pour aller étudier ou pour m'entraîner, mais dans le fond, j'aime beaucoup m'entraîner, fait que ça comble un peu mes besoins. Audrey a dû se battre pour réussir. L'an passé, lors des Jeux Olympiques de la jeunesse à Innsbruck, après ses opérations au genou, elle a décroché l'or en slopestyle. Pour mes premières universiades, c'est vraiment une belle expérience que j'ai hâte de vivre. C'est en Italie, un pays que j'ai jamais découvert encore. J'aime beaucoup l'ambiance des Jeux, la cérémonie, fermeture, ouverture, les habits de chaque pays, rencontrer beaucoup de cultures. Je me rends à Trentino dans l'esprit de m'amuser, vivre l'expérience parce que je sais que je suis chanceuse. Combien de personnes aimeraient être à ma place? Alors voilà, vous en savez un peu plus sur moi. Je vous dis à bientôt à Trentino. Je ferai partie de l'équipe canadienne de snowboard. Voilà, on espère la voir justement à Trentino. Elle sera peut-être avec nous sur le plateau puisqu'on fera une émission spéciale le vendredi 20 ou 21 décembre, je ne sais plus quel jour c'est exactement, au soir, donc en direct de Trento. On va essayer de la voir. Elle va peut-être délaisser sa planche à neige, comme on dit au Québec, pour être sur notre petit plateau. Elle explique, Audrey, que c'est compliqué et qu'elle doit laisser quelques hobbies. Comment vous faites ? Vous êtes étudiante en master de management. Albin, à l'époque, vous étiez à l'ESCP, donc quand même aussi costaud. Comment vous répartissez ? Est-ce qu'on s'entraîne différemment pour des universiades que pour des championnats d'Europe, par exemple ? Déjà, c'est une compétition comme une autre, c'est un championnat du monde. Donc, on s'entraîne dur aussi. C'est combien d'heures par jour ? J'ai un créneau horaire de 11h à 17h sur la glace ou hors glace, qui est important. Et après, je vais en cours, je travaille aussi à côté. Donc, j'ai un emploi du temps très chargé, mais peu de temps pour dormir. Oui, je dors, mais très, très peu. Mais vous aurez le temps plus tard. Oui. Albin, vous confirmez ? C'était dur aussi, parce que le SCP, il y a une classe prépa avant, c'était costaud. Oui, l'important, c'est de bien s'organiser, parce que c'est vrai qu'on
On a des journées surchargées, mais quand on fait vraiment ce qu'on aime, moi j'étais passionné à la fois par ce que je faisais dans mes études et évidemment par ce que je faisais sur la glace, donc ça permettait de ne pas ressentir la fatigue en fait. Parce qu'il y en a qui ont la capacité de faire tout à la fois. Il y en a qui ont besoin de beaucoup dormir aussi. Tout dépend des études, quand même. Parce que moi, j'ai connu Alain Calmat qui préparait les championnats du monde et les Jeux Olympiques en patinage, mais qui faisait médecine. C'est pas pareil que faire sport com. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même charge de travail, intellectuellement parlant. Donc, un garçon qui prépare médecine, qui fait 8 années de médecine, qui est à la fois médaille d'argent en jeu, champion du monde de patinage, par rapport à, j'allais dire, une championne de taekwondo qui fait du sport com à l'INSEP, c'est pas du tout le même programme. Donc, il y a une... C'est pas très gentil ce qu'il dit, non, mais c'est pas méchant. Mais je veux dire qu'il faut faire un équilibre des choses. C'est-à-dire qu'il y a plus de charges de travail, je suis sûr, bien sûr, dans la finance, par exemple, où il faut être tout le temps sur les dossiers, que pour faire des essais de journalisme. Ça veut dire qu'il y a des champions plus valeureux que d'autres? Pas plus valeureux, mais les charges de travail ne sont pas les mêmes. Plus méritants? Non, ils sont tous méritants. On va revenir sur ces sports. Tiens, avec vous, Bruno, parce que sur la délégation française, vous en faites partie. Ils sont 35 à peu près. C'est pas énorme. Non, c'est pas une très grosse délégation. Alors pour ce qui est... alors il y a un problème de calendrier quand même qu'il faut bien expliquer, c'est que c'est vraiment la pleine saison de Coupe du Monde, de Coupe d'Europe, donc beaucoup d'athlètes sont mobilisés par leur compétition et au sein de l'équipe de France, le DTN m'a dit très clairement, ce n'est pas une priorité pour nous les universiades. On va parler rapidement de ce qu'on attend. Alors on va commencer, Bruno, par le ski alpin. On a vu rapidement un nom qui nous réveille de bien jolis souvenirs ici, c'est Lucie Picard. Non, pas elle. Oui, c'est un nom, parce que c'est une famille extraordinaire, la famille Picard. Alors, Franck Picard, évidemment, c'est son papa, c'est la fille de Franck Picard, Lucie Picard, qui est étudiante, alors, ce qui me fait très plaisir, à l'IEP de Grenoble, où j'ai aussi essuyé mes guêtres à l'époque. Donc, Lucie, elle a 19 ans, et c'est une bonne skieuse, qui aurait bien aimé faire comme papa, c'est-à-dire devenir une grande championne de Coupe du Monde. Elle n'a pas réussi à franchir ce niveau. Alors, pour elle, pour Lucie, ce cas particulier, c'est qu'elle espère que les universiades lui permettent de franchir ce petit cap, de faire peut-être parler d'elle, mais elle n'a pas encore tout à fait le niveau pour être ni en Coupe d'Europe ni en Coupe du Monde. Elle a ses chances sur ces universiades ou c'est plus costaud chez les autres nations ? Alors, tout dépend de la concurrence, ce que disait Candice tout à l'heure. C'est vrai qu'on ne connaît pas trop la concurrence étrangère, mais logiquement, Lucie devrait être un tout petit peu juste en niveau pour être vraiment médaillée. Elle sera peut-être dans les 10 premières, mais ça sera difficile pour elle. En patinage, on en a un petit peu parlé, Alban. En short track, je sais que vous aimez cette discipline. Oui. On a des possibilités de médailles, on en a eu par le passé. En relais, je pense qu'il y a une chance en relais. On a été très bon il y a 2 ans avec Thibaut Fauconnet qui avait remporté l'or et le bronze en relais. Je pense que les relayeurs sont à nouveau capables d'aller décrocher une médaille. Sur le patinage, évidemment, Candice, si elle a gagné il y a 2 ans, est capable de nous refaire à nouveau une médaille. Et puis, en danse, peut-être? En danse sur glace. Oui, Parnell et Lloyd... qui sont très bons. Et qui ont cette expérience-là. Exactement. Mais du coup, ils ne participeront pas au championnat de France. Oui, parce que nous, le calendrier aussi, un peu compliqué. On a les championnats de France élite en même temps que les universiades, donc pareil. Qui qualifient pour le championnat d'Europe. Bon, en France, on sait que c'est pas tout à fait comme ça. Les Jeux Olympiques, c'est vrai que des fois, il y a une certaine liberté qui est prise dans les sélections de la fédération. Exactement. Et c'est vrai que la Fédé, malheureusement, n'a pas trop joué le jeu de la Fédération française des sports universitaires cette année, en calant le championnat de France au même moment. Mais c'est une année olympique, donc c'était sûrement difficile de faire des calendriers très compatibles. C'est ce qu'on constate aussi, Jean. Souvent, c'est pas la même chose pour les universiades d'été. La fédération en France, la fédération du ski alpin, par exemple, du sport de glace ou de... C'est ce que disait Bruno il y a un instant, c'est que les compétitions sont si importantes, les compétitions qui ne sont pas le cursus de compétition universitaire, que forcément, c'est une priorité pour les fédérations du sport en question, et ça, c'est au détriment de l'universiade. Un mot sur le biathlon, on a vu les participants. Rapidement, le biathlon, on a des chances ou pas? Parce qu'on marche très très bien en Coupe du Monde, mais on n'a pas envoyé les meilleurs là. Non, très loin du niveau, on va dire, des meilleurs. Là aussi, j'ai eu les spécialistes qui me l'ont confirmé. Donc, il y a le niveau Coupe du Monde, le niveau Coupe d'Europe. Là, on est en dessous du niveau Coupe d'Europe. Donc, on n'a vraiment pas les meilleurs en biathlon. Surtout que les Russes devraient envoyer une sacrée armada, comme d'habitude. Ils ont un sacré vivier, eux. Oui.
Ski de fond, pareil. On a un petit nom, ski de fond. Ah, on a un petit nom. On a la fille de notre consultant Jean-François Deveau, Julia Deveau. Julia, qui elle aussi est à Grenoble, étudiante, qui elle est toute proche de l'équipe de France. Donc elle est spécialiste de sprint, m'a dit son papa. Il y a quand même des disciplines qui nous fournissent pas mal de médailles, qui sont les sports un petit peu extrêmes, snowboard, ski freestyle. Là, on a quand même des chances. Il y avait Léo Trespech, je ne sais pas si vous le connaissez, qui avait été médaillé d'or il y a quelques années en snowboard, qui va retenter sa chance. Il y a également Émilie Orange qui est très bonne, paraît-il, en snowboard. Alors moi je la connais pas très bien, mais apparemment elle n'est pas très loin du niveau Coupe du Monde. Donc là vraiment on n'est pas loin quand même de ce que vous disiez en short track. C'est vrai que Thibaut Fauconnet, lui, il était au plus haut niveau mondial. Donc c'est vrai qu'il y a un mélange et on ne connaît pas trop non plus la concurrence. Donc c'est vrai qu'il y a certains pays qui amènent des athlètes très très forts et puis d'autres un peu moins. En tout cas, vous avez prévu, vous, d'aller voir d'autres compétitions, d'aller encourager vos copains? Si je peux, oui, parce qu'ils m'ont bien encouragé il y a 2 ans. Quoi moi, j'aime beaucoup le biathlon et le saut à ski. Bon, ça sera pas dans le même, ça sera pas au même endroit. Va falloir faire un petit peu de route. Très loin, et là c'est vraiment des très beaux sites. Près d'Azzo, là vraiment c'est magnifique et c'est vraiment les sites qui ont été utilisés pour les championnats du monde à senior. Donc là c'est vraiment des très très beaux sites. En tout cas, il y aura donc 35 sportifs à peu près. Ça peut encore un petit peu évoluer parce qu'on a appris qu'en patinage, on aurait peut-être d'autres personnes susceptibles de participer à ces Universiades. 25 membres du staff et on retrouvera tout ce petit monde donc sur Eurosport du 11 au 21. On vous montrera le programme tout à l'heure de la diffusion. Sachez par ailleurs que le site web des Bleus sera officiellement lancé dimanche, donc 1er décembre, pour suivre leurs exploits et puis laisser aussi des messages d'encouragement. Voilà. À Candice, on le fera. On laissera un message au nom de Campus. On va se quitter. En tout cas, on va vous remercier, vous souhaiter très très bonne chance là-bas. Alban, on se retrouve très bientôt, nous, pour du patinage. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Et puis, on va vous souhaiter donc bonne route. Et nous, on se retrouve dans un instant avec notre dernier invité. On va notamment parler de l'un des symboles de l'olympisme avec la fameuse flamme olympique. À tout de suite. Suite et fin de Campus maintenant, on se retrouve avec nos consultants, Jean Dury et Pierre Fula, et on a le plaisir d'accueillir notre dernier invité. Il s'agit d'Éric Monin. Bonjour monsieur. Bonjour, merci. Alors je vous présente, vous êtes docteur en sociologie, agrégé d'éducation physique, vous êtes maître de conférence à l'Université de Franche-Comté. Par ailleurs, vous êtes un ancien membre de l'équipe de France de judo et vous avez écrit plusieurs ouvrages, 7 sur l'olympisme, entre autres. En 2012, vous avez reçu la médaille Pierre de Coubertin décernée par le CIO, par Jacques Roch. Vous êtes 2 dans le monde, je crois, à avoir reçu cette médaille. C'est ce qu'on dit. On dit qu'il y a Henry Kissinger et moi, mais bon, ça reste à confirmer. Et vous venez donc de publier un livre que je présenterai rapidement, mais qu'on verra évidemment en fin d'émission. Le voici, très très dense, sur les Jeux d'hiver de Chamonix à Sotchi, un siècle d'olympisme en hiver. C'est le cœur franc-comtois qui vous a poussé à traiter des Jeux d'hiver pour un judoka. Oui, c'est sûr, mais bon, en plus c'est d'actualité, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de neige à Besançon, en Franche-Comté. Non, trêve de plaisanterie. Simplement, ce qui m'intéressait, c'est qu'effectivement, très proche de chez moi, il y a le Centre national de ski nordique à Prémanon, dans le massif du Jura. Et donc, cette proximité avec ces athlètes qui ont préparé les Jeux Olympiques, eh bien, m'a fait suggérer un petit peu de travailler sur l'olympisme. Et en côtoyant effectivement les grands athlètes tels que Sylvain Guillaume, Guy, tous ces athlètes-là, eh bien, effectivement, j'ai été pris au vif. Et donc, j'ai travaillé sur ce domaine-là. En tant qu'athlète de haut niveau aussi, vous avez forcément des choses en commun. C'est peut-être ce qui vous a aussi poussé. Oui, c'est vrai. Mais en fait, j'étais parti sur quelque chose pour travailler sur les Jeux Olympiques d'été. Et je me suis aperçu que ces Jeux Olympiques d'hiver commençaient bien avant 1924. Et donc, c'est pour ça que je suis parti en fait sur les Jeux Olympiques d'hiver. Parce que pour le côté un petit peu anecdotique, en 1908-1920, il y avait déjà des champions olympiques, ce qu'on appellerait aujourd'hui des Jeux Olympiques d'hiver, qui étaient décernés aux Jeux Olympiques d'été. On va s'intéresser maintenant à la torche olympique. Alors pourquoi ce symbole perdure-t-il? Que dit-il de notre société et de nos aspirations? Et surtout, comment évolue-t-il? On y répond dans un instant, mais d'abord, la parole est à Jean Dury, puisque Jean, dans votre chronique ce mois-ci, vous nous parlez de la naissance du relais de la flamme. Oui, parce que les symboles des Universiades sont une déclinaison des symboles olympiques à partir de 1959, où les Italiens ont le génie d'une adaptation. Et dans ces symboles que Coubertin avait minutieusement mis en place, ne figurait pas la flamme. La flamme, elle apparaît à Amsterdam en 1928, elle brûle au-dessus du stade pendant les Jeux, mais le relais est l'invention d'un certain Karl Diem, qui était le secrétaire général de l'organisation des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Et alors, ce qui est extraordinaire pour nous, c'est que
beaucoup ont dans l'œil l'image extraordinaire du film de Leni Riefenstahl, Les Dieux du Stade, où un coureur à pied longiligne, blond bien entendu, va faire le dernier tour de piste et allumer la vasque de Berlin le 1er août 1936 devant 100 000 spectateurs, dont le Führer bien entendu. Or, celui qui a fait ce dernier tour de piste était celui qui en 1930, exactement 6 jours, jour pour jour avant, avait prêté le serment de l'Universiade, qu'on n'appelait pas encore comme ça à l'époque, de Darmstadt en 1930. Un certain Fritz Schilgen, tout à fait étonnant, un très beau coureur de demi-fond, qui avait été choisi pour sa plastique, bien entendu, et qui va mourir dans sa 100e année en septembre 2005. Alors, le relais, il a eu bien des aventures, il n'a cessé de progresser, jusqu'au problème des Chinois au moment des Jeux Olympiques de Pékin. On s'en souvient avec les manifestations pour les droits de l'homme et pour le Tibet qui ont forcé les Chinois à changer leur parcours initial. En revanche, l'Universiade, à Kazan par exemple, la flamme allumée à la Sorbonne, c'était symbolique, le 12 juillet 2012, est arrivé juste pour la cérémonie d'ouverture de Kazan le 6 juillet 2013, après avoir parcouru 105 000 km sans poser de problème majeur. Merci Jean. Mais alors, si j'écoute bien ce que vous me dites, c'est un symbole nazi, la flamme. C'était justement la question, et j'ai posé la question encore hier à des Allemands qui ont dit « Karl Diem n'a jamais eu sa carte du parti nazi, mais évidemment, c'était un opportuniste. Et d'autre part, comme il était très compétent, c'est pour ça qu'il avait été le secrétaire général du comité d'organisation. Mais évidemment, l'utilisation de ce symbole du feu, qui est très fort, bien entendu, et qui rattache l'humanité aux premiers âges, au moment de la guerre du feu, comme aurait dit Rony ou Jean-Jacques Hano, eh bien, les images de Leni Riefenstahl au début de son film utilisaient ça d'une façon tout à fait tendancieuse. En revanche, le relais de la flamme est un symbole tout à fait magnifique et qui va perdurer. Un commentaire ? Oui, simplement, effectivement, c'est quelque chose, peut-être Karl Diem était effectivement associé à Jean Ketseas, et ce sont effectivement les premiers à avoir proposé le premier parcours de la flamme olympique, qui ira donc jusqu'à Berlin. Donc, simplement, elle ne part pas d'Olympie, ça part de Delft, du stade de Delft, et ça va du stade de Delft à Berlin. C'est un parcours de 3187 km avec 3300 porteurs de la première torche, celle de Berlin 36. Mais comment faites-vous pour tenir tous ces chiffres, dites donc ? Je les invente. Alors que la torche olympique est rentrée sur Terre après un voyage dans l'espace récemment, le flambeau des Universiades, lui, il poursuit son petit périple en Italie. Mais le symbole est tout aussi fort, notamment puisque c'est le pape François qui a allumé cette torche. Julie Ourmand. La foule des grands jours, place Saint-Pierre, c'était le 6 novembre dernier. Des milliers de personnes à l'heure de la messe papale. Et parmi elles, une délégation de la Fédération internationale universitaire. Car c'est bien le pape François en personne qui allume la flamme de ces universiades d'hiver. Une grande première, car jamais un souverain pontife n'avait encore donné le coup d'envoi d'un événement sportif international. Ces universiades ont lieu à Trente, ville du fameux concile et des grandes réformes de l'Église au XVIe siècle. C'est une idée que j'ai eue en juillet. Donc j'ai demandé à l'archevêque de Trente de nous donner un coup de main pour prendre contact avec le pape. Le pape a accepté tout de suite. Et comme vous avez pu le constater, il a été enthousiaste lui aussi pour allumer la flamme avant la messe. J'ai aussi invité le pape à Trente, mais il ne pourra probablement pas venir. Mais il m'a quand même fait une petite plaisanterie. Venir à Trente pour un nouveau concile ? Parce que Trente est connue pour être la ville du concile. Et aussitôt, les premiers porteurs de la flamme s'élancent dans les rues du Vatican. Tout un symbole. Pour eux, ce moment restera gravé dans leur mémoire. J'étais déjà très ému hier à mon arrivée et je l'étais encore plus aujourd'hui.
Le pape a allumé la torche, ça a été un moment inoubliable. Quand on m'a donné l'opportunité d'être le premier relayeur, j'ai tout de suite accepté, car je pense que c'est une occasion unique dans la vie. Après, dès qu'on a eu la torche allumée, on a commencé par marcher. Puis, comme premier porteur de la torche, je me suis mis à courir et on est venu jusqu'ici. Alors maintenant, espérons que la flamme restera allumée jusqu'à 30. Jusqu'au 11 décembre donc, date de la cérémonie d'ouverture de cette universiade. Allez, plus que 16 jours. Et cette torche, justement, on l'a avec nous. C'est une première. Je ne suis pas sûre qu'on en ait vu beaucoup sur ce plateau, en tout cas à Eurosport. C'est Julie Ourmand qui nous l'amène. Entrez, Julie. Musique parfaite. Attention, ne brûlez pas le plafond. Regardez ça. Moi, je trouve ça émouvant, Pierre. Bien sûr, c'est un signe, un symbole, en tout cas, qui doit perdurer. Et comme le disait Jean Dury, effectivement, ça permet à des handicapés de la porter, ça permet à des malvoyants de la porter. Et oui, accompagnés par des amis, tout le monde peut participer au relais de la flamme. Moi, j'ai un très bon souvenir des Jeux d'Albertville, parce qu'en tant que journaliste de télé, j'ai voulu y aller aussi. Et c'est une traversée à travers, j'allais dire, tous les villages de France, et surtout de Savoie à l'époque, de Haute-Savoie. C'était sympa, parce que ça crée une ambiance tout de suite, et puis on se croit déjà aux Jeux. On s'y croit, même si ces Jeux ont lieu un peu plus tard. Alors, on va demander à Julie, vous y croyez déjà ? En tout cas, j'ai bien conscience d'avoir comme porté le Graal sur ce plateau. C'est un honneur, évidemment. Je ne sais pas à quoi elle vous fait penser, cette torche. Alors, je suis un peu... À des skis ? Non, allez, sérieusement, non, une fleur. Je vous charrie, une fleur. Si ça vous fait penser à une fleur, Géraldine, c'est plutôt bon signe, en tout cas. Pas une tulipe, pas exactement, mais c'est en tout cas que les concepteurs ont réussi leur coup. Parce qu'ils se sont inspirés de la gentiane. Vous savez, c'est cette fleur bleue des montagnes, et donc une fleur qui pousse évidemment dans les Alpes, et donc dans la vallée du Trentin, d'où ces 5 pétales en acier bleu, 5 pétales qui symbolisent aussi les 5 anneaux olympiques. Le voilà, le clin d'œil justement au JO. En tout cas, ce sont des étudiants ingénieurs, des étudiants de l'université de Trente, étudiants dans le département ingénierie industrielle, qui l'ont conçu, qui l'ont imaginé, un gros travail de design, un gros travail aussi en termes d'innovation technologique. Ils ont fait de grosses recherches pendant longtemps pour essayer de la rendre la plus solide possible, mais aussi la plus légère. Ce que je confirme, puisque j'ai donc eu la chance de vous la porter ici, 2 kilos. Pas plus, donc elle est légère. Un petit clin d'œil aussi aux couleurs. Il y a des symboles dans chaque couleur qui est utilisée sur cette torche. Je pense par exemple au rouge ici. Le rouge, c'est le curling. Vous savez, la pierre du curling, ou le centre de ce qu'on appelle la maison, cette cible sur la piste. Je ne sais pas si vous voyez aussi le noir. Le noir, c'est la fibre carbone qu'on trouve dans les skis, évidemment. Et puis, regardez, le jaune. Le jaune, c'est la crosse des hockeyeurs. Puis bien sûr, le bleu, c'est le patinage artistique, c'est la glace. Elle symbolise en tout cas les lames des patins sur glace. Donc on est à chaque fois dans le symbole, les couleurs symboliques, parce que Éric Monin, effectivement, cet objet, ça reste encore aujourd'hui un symbole très fort. Bah oui, effectivement, c'est un symbole très fort, parce que ça lie en quelque sorte, c'est un lien entre l'Antiquité et le monde d'aujourd'hui. Et je dirais ce lien entre la torche olympique, c'est un petit peu comme disait Jean Dury, c'est quelque chose de très important, et je reviendrai peut-être un petit peu à l'Antiquité. C'est-à-dire que durant l'Antiquité, nous avions un petit peu les personnes, les annonceurs qui venaient parler de la trêve olympique. Eh bien aujourd'hui, pour reprendre un petit peu ce que disait Pierre Fula, c'est plus les annonceurs de la trêve olympique, mais on va avec la torche et on se promène dans tous les villages. C'est 2900 communes à Sochi, c'est 65 000 km. On va dans l'espace même pour annoncer cette trêve olympique. C'est ça qui est intéressant, c'est le fait que ça évolue aussi avec les records en sport, on a l'impression. C'est-à-dire qu'on lui fait faire tout et n'importe quoi, cette torche. Elle va au fond du lac Baïkal, elle va dans l'espace, elle est allée en haut de l'Himalaya. Ça dit quoi de notre société actuelle ? De notre société actuelle, ça dit qu'on est assez d'accord pour qu'il y ait un lien entre les hommes et un lien entre les âges de l'histoire de l'humanité. Et je disais que Coubertin n'a pas imaginé la flamme, mais il l'a tout à fait accepté, puisque dans son style, et ça a été un de ses derniers messages, avant les Jeux de Berlin, il dit « Coureurs qui, dans vos mains ardentes, allez porter le flambeau olympique,
ma pensée vous accompagne d'Olympie à Berlin. Parce que le lien avec l'Antiquité, c'est le fait qu'en général, pour les Jeux Olympiques en tout cas, la torche elle est allumée à Olympie par les rayons du soleil, alors qu'au temps des Jeux d'Olympie, il n'y avait pas du tout de relais de la flamme. Mais tout de même, c'est le lien avec l'Antiquité. C'est un symbole qui est arrivé après. Et Julie, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une vraie prouesse technique maintenant. Oui, c'est vraiment mettre le paquet sur l'innovation technologique, des nouveaux matériaux, la faire, je vous le disais, la concevoir pour qu'elle soit la plus légère possible, la plus maniable possible. Je crois que ça devient effectivement, j'allais vous le demander, Éric Monin, une prouesse technologique de plus en plus de concevoir cet objet. Oui. En fait, je crois que cette torche olympique, elle pourrait se résumer à travers deux symboles. C'est enfin deux caractéristiques, deux qualificatifs. Le symbole et l'innovation, la technologisation apportée à tel ou tel produit. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on a un symbole très fort, vous l'avez très très bien décrit en expliquant un petit peu comment elle était conçue, la représentation qu'on voulait en faire, et le côté un petit peu après symbole. Vous savez, je vais prendre 1952, c'est la première fois qu'on a le parcours de la flamme aux Jeux Olympiques d'hiver, sur 200 km, hein. C'est pas 65 000, c'est 200 km. Et là, en fait, on va partir de la maison natale en fait, de Norheim, hein, qui est à Norgodal, et à Morgodal, on va allumer cette flamme dans l'âtre de la maison de ce sauteur, de cet homme volant, hein, qui réussit 30 mètres en 1860, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, on va l'allumer et on va partir carrément à Morgundalen, après d'Oslo, pour tout simplement, transmettre cette flamme olympique. Donc, 200 km, premier relais, mais vous l'avez bien compris, on a un symbole, on a une transmission entre une histoire du sport nordique, enfin des pratiques nordiques qui sont bien précises, donc en Norvège. Et au point de vue technique, il est intéressant de se rappeler que pour Albertville, le dernier créateur français de la torche n'a été autre que Philippe Starck. Mais je dois dire d'ailleurs que cette torche, car je les ai eues à peu près toutes en main, c'était une de celles les plus difficiles à exposer parce qu'elle tenait sur une pointe et c'était très difficile d'y trouver l'équilibre. En tout cas, elle est très belle. C'est vrai que c'est un objet très design. Hein. Oui, très beau. Je me souviens du parcours de la flamme à Londres aussi, c'était quelque chose d'exceptionnel. Hein. On parle de Jeux Olympiques, mais comme les universiades, j'allais dire, se collent aux Jeux Olympiques et ont les mêmes symboles, la même manifestation, la même cérémonie d'ouverture. Maintenant, on a vraiment les universiades, les Jeux Olympiques, c'est un peu pareil. Hein, sauf qu'il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais. Alors, pas de relais à proprement parler. Cette torche, elle est transportée de ville en ville, cette fois-ci. 12 villes hein, au total, mais il n'y a pas de relais à proprement parler. Ce relais, justement, tiens, on a la carte, je dis, ça fait partie de l'événement, c'est un peu de la communication quand même maintenant. On voit bien, oui, que c'est clairement une opération de communication. Le simple fait d'avoir proposé au pape François de l'allumer à Rome, évidemment, sur la place Saint-Pierre, c'est pas rien, hein, c'est une opération de communication. Si on jette un œil justement sur ce parcours, je vous disais, il y a 12 villes hein, au total, c'est pas n'importe quelle ville, ce sont des villes soit étudiantes, des grosses villes, grosses métropoles donc universitaires, ou alors des villes symboliques. Lausanne, par exemple. Pourquoi Lausanne? Pourquoi la Suisse? Parce que le siège de la FISU s'y trouve déjà, premièrement. Et le siège du comité international. Également. Cette flamme aussi est allée à Turin, parce que Turin, c'est cette ville italienne qui, dès 1959, a accueilli les tout premiers Jeux universitaires sous l'appellation Universiade, hein, c'était en 59. Munich aussi. Munich, c'est une énorme ville étudiante, hein, plus de 120 000 étudiants cette année. Venise aussi, Venise plus pour l'image, voilà l'image de l'Italie du Nord. Et évidemment, la fin du périple le 11 décembre hein, à 30. Le pape, c'est la première fois, Éric Monin, qu'on a cette connotation religieuse. C'est un signe fort, ça? Oui, c'est sûr, mais simplement, je veux revenir sur une petite anecdote. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs Jeux Olympiques, et notamment en tant que chargé de mission, et notamment j'étais au comité olympique au comité d'organisation des Jeux Olympiques à Sydney. Et à Sydney, donc j'ai en mémoire tous les porteurs de la flamme qui gardaient cette flamme.
hein, cette torche. Hein. Donc c'est quelque chose que, voilà, ils ont eu l'honneur de la porter et après ils l'ont conservée, ils la conservent tout le temps. Ah oui, donc il y en a beaucoup en fait. Vous m'avez dit il y a 10 exemplaires, il n'y en a pas que 10. En contrepoint, les Américains à Atlanta, et ils l'ont fait aussi aux universiades de Buffalo, demandaient aux porteurs de torches de mettre quelques dollars dans l'escarcelle et alors ils avaient le droit de se garder. Chacun essaye de faire preuve d'imagination. Et par exemple, à l'universiade de 2001 à Beijing, c'était la flamme du nouveau siècle. Et il a été allumé dans une université de Nouvelle-Zélande parce que c'était la première université touchée par les rayons du soleil le 1er janvier 2001. Oui, pour en revenir, Géraldine, sur la bénédiction du pape, aux Jeux Olympiques de Rome en 60, effectivement, la flamme a traversé le Vatican. Éric Monin, juste une dernière précision sur cette flamme. Elle est remarquable par les endroits qu'elle visite et par aussi les relayeurs. Donc là, c'est le pape, mais il y a aussi des personnages assez emblématiques. C'est en ça que ça fait partie d'un principe de communication ? Oui, je crois, mais aussi c'est aussi un petit peu, moi je vois aussi un peu comme ça, comme des remerciements. Une nation qui tient à remercier un petit peu aussi ses athlètes, ses champions, ses ex-champions, puis aussi des moments forts. Hein. C'est 2002, c'est la fameuse grande équipe qui a battu les Russes en 1980 à Lake-Placid ou Skovali, j'ai un doute là sur la ville, hein, Lake-Placid. Hein, et donc simplement on a toute l'équipe en 2002 qui arrive donc sur la tribune pour allumer cette torche. Donc on est vraiment de nouveau dans le symbole, innovation et symbole. Hein. C'est la fin de campus, mais ça sera l'occasion de revenir dans une nouvelle émission justement sur les dérives de cette flamme. Merci à vous Julie, merci Éric Monin d'être venu. On va rappeler vos livres avant de faire un petit point sur notre programmation. Un peu de lecture, voilà, votre livre, hein, c'est celui-ci, Éric Monin, on va le voir un peu mieux peut-être à l'antenne, de Chamonix 1924 à Sotchi 2014 aux éditions des Iris. C'est préfacé par Jacques Rogge, l'ancien président du Comité international olympique et qui vient donc de paraître en France. Ce livre, il existe aussi, il était traduit en Russie pour Sotchi. Absolument, en russe. Merci à vous en tout cas d'être venu. Puis on a un autre livre que nous présente Jean. Alors ça, c'est un monument qui est dû à Pierre Lagrue pour l'Encyclopédia Universalis. Un demi-siècle de passion, 15 années de travail et de recherche et 4 ans d'écriture, dit-il. 2 volumes de 600 et 700 pages, l'histoire complète des Jeux, un véritable monument, une référence. Le premier tome allait jusqu'en 1972 à Munich et le second va jusqu'à Londres 2012. La suite, ce sera un 3e volume que peut-être nous ne verrons pas. Merci en tout cas Jean. Voilà, on vous rappelle que les Universiades, ce sera à suivre sur Eurosport à partir du 11. Il y aura près de 75 heures de direct sur Eurosport 2 et sur Eurosport France. Et le premier grand rendez-vous, ce sera évidemment la cérémonie d'ouverture le 11 décembre à 23h sur Eurosport 2. Bon, ça c'est rapidement le petit programme. Voilà, il y aura du snowboard dès le lendemain 10h, du ski de fond, vous verrez du combiné nordique, du biathlon, du short track. On essaiera de faire quelque chose d'assez large. Et puis de toute façon, nous, on vous fera un point. Rendez-vous dans Campus le 20 décembre en direct donc de Pozza di Fassa. Après la deuxième manche du slalom dames et on reviendra en longueur sur tout ce qui s'est passé. Voilà, Campus c'est terminé. Merci à vous, messieurs, madame, de nous avoir accompagnés aujourd'hui encore. On se retrouve dans un peu moins d'un mois. Et puis un grand merci aussi à Laurent Chirecoeur et François Delmotte pour la rédaction en chef, ainsi qu'à Olivier Desnos qui dirigeait les équipes techniques ce soir. Et on se quitte sur ces bons mots, comme à chaque fois, des petits mots pour réfléchir. Il n'est point de vainqueur sans l'aveu du vaincu. À vos méninges, à plus tard. Au revoir. Touch, it tells. T-Touch 2 Diamonds. Tactile technology. Tissot.